Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture spéciale Biblioquette épisode 2. C'est un peu film à l'arrache parce que là je m'apprête à partir, suspense, à la médiathèque pour emprunter des livres spécial mois de la fantasy puisque hier Piketty Bookin a sorti la vidéo avec la liste des défis et il me manque des livres pour compléter quelques catégories. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite balade à la médiathèque ça pourrait pas faire de mal pour trouver des idées. Alors là j'y vais mais j'ai en tête seulement deux livres qui constituent une saga, du coup une catégorie pour moi. Et après le reste je sais pas trop ce que je vais trouver. J'ai pas vraiment d'idée en titre donc peut-être qu'à la médiathèque j'aurai des surprises, je sais pas. Auquel cas bah dans cette vidéo il va y avoir que une saga, une duologie à présenter. C'est déjà pas mal. Et bref, sans plus tarder j'y vais. Je reprends très rapidement pour vous montrer les empreintes de bibliothèque et donc les futures lectures qui vont composer ce vlog. Donc j'ai pu dénicher la duologie que je voulais lire et emprunter. La duologie Monster of Verity de V.E. Schwab avec les Savage Songs et son deuxième tome chez Lumen. À vrai dire j'avais déjà lu le premier tome et vous pouvez d'ailleurs trouver la chronique dans une de mes vidéos update lecture qui date déjà de quelques années. Et je crois que j'avais beaucoup aimé, j'avais quand même pas mal aimé. J'avais juste un peu coincé sur la plume de V.E. Schwab, je sais pas, j'ai un problème avec la plume de V.E. Schwab. C'est pas explicable en fait, c'est juste, je sais pas, une question d'alchimie. Mais j'avais pas mal aimé suivre les personnages, les jeunes héros notamment, dans leur quête d'identité, dans le fait de s'émanciper des valeurs de leur éducation. Ça m'avait pas mal plu, le truc c'est que j'ai quasiment presque aucun souvenir, et du coup pour continuer et terminer la duologie, bah c'est pas très optimal, du coup voilà, je vais relire le tome 1, et j'espère que je vais autant accrocher que lors de ma première fois. Ensuite j'ai emprunté la suite de Blackwater avec le tome 5, La fortune de Malcolm McDowell, publié chez Toussaint Louverture. Ça va être assez rapide comme d'habitude et j'ai hâte de retrouver les personnages, notamment après un événement assez dramatique qui s'est déroulé à la fin du tome 4. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va un peu changer, comment ça va influencer les dynamiques familiales. Et rien à voir avec le mois de la fantaisie, je voulais emprunter voilà, un petit manga. J'ai jeté mon dévolu sur ce manga dont j'en avais pas mal déjà entendu parler, Blue Box de Koji Miura, publié chez les éditions Delcourt Tonkam. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a de la romance et je sais pas trop si je vais accrocher, mais apparemment c'est bien écrit. Apparemment ça explore bien peut-être les sentiments. Et puis il y a du basket aussi, donc je sais pas. Mais en tout cas ils ont l'air pipou les personnages, donc ça peut être assez rafraîchissant. Ce sera une bonne occasion pour souffler entre les gros pavés, les grosses sagas de fantasy quoi. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve quand j'aurai commencé à lire. Je vous retrouve, on est le dimanche 3 mai. Et j'ai beaucoup avancé dans des Savage Songs de V.E. Schwab. J'aime beaucoup, je vais pas vous faire le résumé maintenant tout de suite parce que je suis un peu pressée, mais je voulais quand même, avant de le finir complètement, faire un petit bilan par rapport à mes impressions. Franchement, j'aime trop les personnages principaux. En fait, on s'attache tellement facilement à eux, du fait de leur réflexion, du fait de leur parcours psychologique. D'un côté, on a Kate qui est l'héroïne, qui est prête à se déshumaniser pour faire ses preuves aux yeux de son père, parce que son père constitue le seul repère maintenant dans sa vie. Et du coup, tu sens que en elle, il y a quelqu'un de très craintif, quelqu'un qui a peur de l'abandon. Et du coup, elle va se créer une façade de fille impitoyable, de fille cruelle. Elle est prête à devenir un monstre pour son père, mais c'est pas naturel pour elle. Et du coup, tu t'attaches à elle, et puis en plus, elle est drôle et tout. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et pareil pour Auguste, de l'autre côté, c'est une créature qui est considérée comme un monstre, sauf que lui, il rejette cette part de lui, il a pas envie de le tuer, il renie complètement ses ambitions-là, mais il a besoin de tuer pour survivre. Et les moments où il tue, bah, c'est très poignant parce que en fait ça renvoie au fait que de cette frontière très poreuse entre l'humain et le monstre, parce que Auguste quand il tue il se sent plus vivant que jamais et du coup il se sent plus humain que jamais,
Et c'est quelque chose qui le dégoûte parce que lui, son but dans la vie, c'est de se sentir, de se comporter comme un véritable humain, mais c'est pas naturel pour lui. Et en vrai, c'est trop mignon également parce qu'il va essayer de répliquer les mimiques des humains qui l'observent. Et le fait que c'est seulement quand il tue qu'il se sent plus vivant que jamais, plus vibrant d'humanité en quelque sorte, bah ça montre, enfin, genre ça interroge un peu ouais, cette frontière et le fait que le fait de tuer, ça fait un peu partie de l'humain. D'autant plus que plus t'avances, c'est plus... En fait, en gros, lui, c'est le genre de monstre qui s'en prend seulement à des gens qui sont coupables d'actes de crimes, quoi. Et en fait, plus t'avances, et plus tu te rends compte que ouais, mais c'est plus difficile à juger que ce qu'on pouvait attendre de base, puisque, par exemple, un humain qui tue, comment on peut savoir si c'est par pure cruauté, par pure satisfaction, pulsion perverse, ou alors parce qu'il y a des choses qui l'ont forcé à le faire, à commettre ça. Et ça se rejoint dans la dualité qui oppose Auguste à son frère, Léo. Léo qui lui, il embrasse totalement sa part de monstre, et en fait il en est fier, et il le revendique comme une véritable puissance, et Auguste qui lui le rejette. Et du coup Léo lui bah, c'est vraiment un monstre, genre il a aucune pitié, alors qu'Auguste lui il s'interroge, et parfois il est obligé de tuer, mais du coup bah ça fait de lui un monstre, mais malgré lui. Mais donc le fait qu'il s'en prenne à des gens qui ont commis des actes horribles, et bah ça se peut que c'est des gens qui sont comme lui, qui l'ont fait par dépit, enfin bref. Du coup ça va charrier pas mal de réflexions, pas mal d'interrogations, et c'est un système qui est quand même très amer et assez poignant, donc ça j'aime beaucoup. Et pour en revenir également à Auguste, en fait il est humain à sa façon parce qu'il est très sensible, il est très doux, et c'est trop mignon, il a un amour pour sa famille, et pour la musique également. Il y a un côté très poétique et très humain dans sa nature de monstre parce que c'est un type de monstre qui utilise la musique pour voler l'âme des gens. La musique c'est un lien qui est très humain je trouve, et le fait qu'il utilise ça pour enlever la vie des humains. Bref voilà, je trouve qu'il y a un côté assez poétique, assez mélancolique qui est vachement bien fait. Et les deux protagonistes ils subissent le poids de leur héritage, le fait qu'on les voit par le prisme de leur gène, de leur nature. Kate, elle est fortement liée à son père qui lui, il est considéré comme voilà, quelqu'un de puissant, voire d'autoritaire. Et donc on la voit à travers ce prisme-là, et Auguste à travers le prisme du monstre. Et au niveau de leur dynamique, j'aime beaucoup parce que ça marche bien, ils sont drôles ensemble. Voilà, ils sont différents, mais ils ont des parcours de vie, des réflexions qui sont assez similaires. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Alors, je sais pas si c'est une romance de... Je crois que normalement, il n'y a pas de romance qui émerge entre eux. Mais je sais pas, peut-être que dans le tome 2, je sais pas trop, mais en tout cas ici c'est purement platonique et ça me convient parfaitement. Je trouve que c'est plus réaliste et c'est plus rafraîchissant en quelque sorte. Du coup j'ai hâte de voir jusqu'où leur amitié va aller parce que pour l'instant ils sont trop cool ensemble. Au niveau de l'univers également général, je trouve que c'est assez original, enfin c'est assez bien pensé, le système de conflit, de rivalité entre des territoires, et c'est assez prenant. Et également le fait que t'as des enfants, littéralement, enfin t'as que ce soit des créatures ou des humains ou de jeunes créatures qui sont pris dans l'engrenage de la guerre. On les utilise comme des armes pour répondre à certains conflits. Il y a quelque chose d'encore une fois assez amer. Donc voilà, pour l'instant j'aime pas mal. Je me rappelle que lors de ma première lecture, c'était vers la fin où j'ai un peu lâché. Donc là, il me reste une petite centaine de pages. J'espère que ça va pas être le cas. Je me rappelle un peu de certains rebondissements de la fin, donc ça va un peu me gâcher la surprise, mais après j'enchaînerai directement avec le tome 2 parce que pour l'instant je me lasse pas du tout des personnages. En plus ça s'y... En fait c'est gros mais ça s'y super vite. On se retrouve pour le petit bilan final. Je reprends très rapidement pour vous dire que j'ai terminé le tome 1 et je vais rapidement passer au tome 2. Comme ça, voilà, j'ai complété la duologie d'un coup sans prendre le risque d'oublier certains passages. J'ai pas grand chose à rajouter depuis hier. J'ai bien aimé la fin. En fait, la fin... Mais en fait, genre, j'ai lu la fin, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas lu direct le tome 2? Parce qu'il y a un cliffhanger qui est quand même pas mal. Et en fait, genre, j'ai fermé le tome 1 et je me suis dit, bon, bah on verra pour la suite. Mais je pense que c'est parce que, en fait, quand on arrive vers la fin, j'ai eu ce coincement avec la plume de Villechop. Alors c'est peut-être la traduction, en vrai, mais des Savage Sons, j'avais lu également en VO de la première fois. Donc je sais pas, il y a un truc qui coince et au niveau de l'action, je suis pas trop dedans. Ça vient sûrement de moi, hein. C'est pas que je sentais une lassitude, mais j'étais un peu plus détachée de l'histoire. Parce qu'au début c'est bien parce qu'il y a la saveur de la découverte, des rencontres avec les personnages. Mais là quand tu rentres dans l'action, bah c'est cool parce que les péripéties s'enchaînent. C'est quand même bien fait parce que l'action te maintient en haleine de manière assez efficace. Mais au niveau de, je sais pas, de la plume
Je sais pas, vraiment je saurais pas dire. Et ça me frustre parce que j'aime bien expliquer de manière limpide ce qui m'a coincé pour rester pertinent dans mes arguments, mais là je sais vraiment rien, je sais foutre rien, voilà. Mais ça va pas m'empêcher de continuer avec le tome 2, sachant bah voilà, les dessins des personnages, ce qu'ils ont pu faire à la fin, leurs décisions et tout, bah, ça peut être vachement intéressant et j'ai très hâte de les retrouver. Voilà, ça c'est Kate. Elle est trop pipou. C'est ma fille, je suis fière d'elle. Ouais, il est un peu plus long, il fait 500 pages. J'ai quand même essayé de boucler cette lecture assez rapidement parce que j'ai envie de passer à d'autres lectures. Mes espérances concernant ce tome 2, j'espère qu'il n'y aura pas de romance. Alors normalement, au vu du tome 1, ça reste quand même assez platonique. Parfois il y avait des, je sais pas, des descriptions qui relevaient un peu d'une tension physique, je sais pas. Mais moi je trouvais que c'était très superficiel, donc je pense pas que ça ait vraiment de l'importance. J'avoue que mon côté un peu maso espère quand même un peu souffrir, être tiraillé dans ses sentiments avec ce tome-là au vu de la fin du tome 1, au vu d'une petite révélation à la fin du tome 1. Mais en fait, d'un côté, j'espère qu'il y aura une touche amère. Maintenant, j'espère que les personnages seront enfin heureux parce que c'est quand même mes enfants, je les ai adoptés. J'espère également que leur relation va toujours autant me plaire et que leur dynamique fonctionnera toujours aussi bien. Et voilà. Hello, on est le jeudi 7 mai et j'ai bien avancé dans le deuxième tome. Il me reste à peu près 150 pages. Et je suis confrontée à un petit problème. En fait, je suis pas trop motivée pour en parler. Enfin, je suis pas trop motivée pour parler de toutes les facettes qui composent cette histoire parce qu'il y a des facettes qui m'intéressent et d'autres beaucoup moins. En fait, j'ai du mal à m'investir. J'ai l'impression de rester en surface. J'ai l'impression que mon intérêt n'est pas très développé, pas assez développé, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui coince dans la narration et je saurais pas mettre le doigt dessus. Encore une fois, avec Bishop, c'est ça mon problème. Je sais pas. Il y a un truc dans l'histoire, dans la manière dont c'est compté. Et c'est hyper frustrant parce que j'ai envie de développer quand même. C'était un peu l'un de mes objectifs principaux pour la vidéo. C'était de parler de mon avis de manière constructive sur cette duologie. Mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'ingrédients. Parce que, je sais pas, je suis pas très inspirée par cette saga. Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être au niveau de l'antagoniste parce que je trouve que l'antagoniste dans ce tome 2, il m'intéresse vraiment pas, il me captive pas, il me fait pas forcément peur. Je sais qu'il y a un propos derrière par rapport à ce qu'il incarne en tant que produit des actes, des crimes des gens, parce qu'en gros, quand il y a quelqu'un qui commet un crime, ça va engendrer un monstre, et c'est pour ça qu'il faut également éliminer la personne qui a commis ce crime, parce que, en fait, le fait qu'il y ait ce monstre-là, ça décuple sa culpabilité, parce que ce monstre va également faire d'autres victimes. En fait, le concept est grave cool. Je pense qu'on peut creuser, je pense qu'on peut discuter autour de ça. C'est vraiment cool, mais je sais pas, mais ce qui me plaît c'est au niveau des protagonistes, notamment Kate et Auguste, donc, qui par rapport au premier tome vont opérer un processus inverse de d'humanisation slash déshumanisation. Ils ont plus les mêmes priorités et ça fait mal au cœur, notamment pour Auguste parce que il a changé, parce que la fin du tome 1 opère une bascule pour eux deux. Kate, c'est paradoxal parce que Kate du coup elle va faire quelque chose de terrible. Mais elle va essayer de s'humaniser dans ce tome. En tout cas, elle va essayer de conserver son humanité, alors qu'Auguste, lui, par rapport à ce qu'il a vécu à la fin du tome 1, c'est plus difficile, c'est plus tortueux. Et ça fait mal, notamment dans le parcours d'Auguste, parce que il est différent de comment il était dans le tome 1. Parce que, en fait, lui, sa volonté, son désir, plus que tout, c'est de devenir comme un humain. Mais du coup, il est entre deux chaises en fait. Il est entre deux identités. Le plus simple, c'est un peu de lâcher prise et d'accepter d'être un monstre, alors qu'en fait, ce qu'il veut, c'est être humain. Et ce désir d'être humain, ça le rend déjà humain pour moi, tu vois. Et en plus, il est pourvu de plein d'autres qualités qui le rendent humain, comme sa sensibilité, sa gentillesse, son empathie. Et le fait qu'il se détache peu à peu de tout ça, parce qu'il est dans cette crise. En fait, on dirait un peu la puberté, parce que ce sont des ados qui se cherchent, qui se perdent, qui essaient de rester fidèles à eux-mêmes, mais c'est dur, et du coup ils vont faire des choix parfois. Est-ce qu'ils vont lâcher prise? Est-ce que voilà, ils vont essayer de s'accrocher? Et c'est très touchant. Et comme Kate, en fait, on s'accroche au bout d'humanité qui perce la carapace de Auguste. Du coup, je suis un peu tenue en haleine parce que j'ai envie de voir comment Auguste il va évoluer. Et je suis tellement attachée à lui, à sa personnalité. Et du coup, le voir là, ça fait mal au cœur quoi. Et puis Kate et Auguste sont également des produits de la guerre. Ils sont modelés par rapport aux besoins de la guerre civile qui se déclenche.
Et ça fait mal au cœur parce que tu te dis c'est des gamins, on les perçoit à travers la guerre, à travers leur utilité, à travers leur héritage, leur gène, leur identité, par rapport à ce qu'ils peuvent apporter dans ce conflit. Donc c'est très tragique. Ils vont également développer d'autres relations et ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas assez développé. En fait Kate, elle va développer de nouvelles amitiés qui avaient un bon potentiel, mais c'est très vite interrompu par voilà, la trajectoire de la narration. Et c'est trop dommage, genre je suis restée sur ma faim et ça m'a pas assez convaincue. On nous dit qu'elle a passé quelques mois avec eux, enfin plusieurs mois avec eux, mais c'est pas montré, tu vois. On n'a pas vécu cette sensation de début de familiarisation avec un nouvel environnement, avec un nouveau cercle de potes, de potentiels amis, et c'est dommage. Donc je vais doucement finir cette duologie, mais voilà. En dehors des personnages, je suis pas trop inspirée pour en parler, je sais pas. En fait, ce qui est cool, c'est que cette duologie, elle a un potentiel de tragédie. Je sais pas comment dire, mais tu sens que Lee Schwab, elle hésite pas à faire des mises en scène qui peuvent être assez dures, à créer des scénarios qui sont plutôt originaux, enfin tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, et en ça je comprends totalement son succès. J'aimerais beaucoup lire Shades of Magic, j'ai l'impression que c'est un peu plus basique, entre guillemets, comme fantasy, mais tant que je m'attache au personnage, encore une fois, je trouve que la fin de famille, elle est bien développée dans cette saga, donc j'aimerais bien tenter le coup, tenter l'aventure. Mais pour l'instant, ouais, mais je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais bon, on verra. J'espère quand même que ce vlog sera intéressant. Je vous prends rapidos pour vous faire part d'une très bonne nouvelle. Je suis affreusement déçue du tome 2. Voilà, j'ai continué un peu. Et alors, je vais paraître très drama queen, très over the top, mais j'ai eu des larmes de déception, littéralement. Et ça m'arrive très rarement, hein. J'avais tellement espoir pour que la relation entre Auguste et Kate emprunte pas un peu le chemin classique de la romance. Parce que tout du long, en fait, je pense qu'il y a eu des indices, parce qu'il y a eu des petits éléments, des petits détails où je me dis, ça se voit que ça essaye un peu de créer une petite tension, mais je trouvais que c'était tellement léger que ça aurait pu passer au-dessus de nous, tu vois, tellement c'est léger. Et je trouve que s'il n'y avait pas eu cette tournure-là, ça aurait rendu la relation encore plus originale, encore plus marquante, parce que c'est rare déjà de base d'avoir une relation amicale centrale avec deux personnages de sexe opposé, dans un roman notamment young adulte. Et moi, j'aimais trop leur relation par rapport sous cet angle-là. Et en voyant du coup l'évolution de leur relation, je me suis rendu compte à quel point ça me plaisait pas parce que je trouve que c'est trop forcé et que c'était pas nécessaire. Enfin, c'est pertinent quand on voit tout ça sous l'angle que propose l'autrice, hein. C'est juste que dans mes goûts personnels, j'aurais voulu que ce soit autrement et que ce soit moins, j'allais dire niais, mais comment dire. En fait, Auguste, voilà, il arrive à être humain grâce à cet élément-là que je trouve très niais, alors que ça aurait pu être d'autres éléments. Objectivement, ça aurait été tout aussi niais, mais ça aurait été moins cliché pour moi. Là, du coup, j'ai pas aimé. J'ai pas envie de continuer, en fait. C'est vraiment propre à moi. Genre, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que dans mon ressenti, je trouvais que c'était pas nécessaire. On est le lendemain, le vendredi 8 mai, et c'est férié, donc je vais pouvoir rester, me reposer. J'en ai besoin, je sais pas, je suis trop fatiguée en ce moment. Et j'ai terminé la duologie de Monsters of Verity de V.A. Schwab avec le deuxième tome. Et c'est quoi cette fin? Pourquoi la fin elle est aussi horrible? Enfin, c'est cohérent dans les vibes du récit tout du long. Enfin, tu sens que la fin, il y a de bonnes chances pour qu'elle soit tragique, pour qu'elle soit amère. Et c'est le cas, mais je me demande, mais elle est horrible. Le message de fin, c'est horrible. Enfin, il y a un espoir qui est ténu, mais pour certains destins de personnages, je suis très dégoûtée. En fait, c'est juste... c'est noir, quoi. Mais après, j'aime bien, mais du coup, je sais pas trop quoi en penser du message, du récit. Enfin, de base, j'aime bien déjà quand ça reste assez pragmatique, quand c'est assez sombre, voire pessimiste. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté assez fascinant et très relatable. Ça en dit peut-être beaucoup sur moi. Mais là, c'était peut-être un peu trop, je sais pas, par rapport
au propos du récit, ce propos avec les monstres qui naissent de tes actes criminels, le fait qu'on vit dans un système qui condamne directement les personnes qui ont agi ainsi, sans forcément donner de seconde chance. Ouais, la fin, je la trouve assez extrême, notamment pour un personnage. Et après, voilà, le propos va évoluer, évidemment, hein. Il y aura quand même une petite percée optimiste dans ces ténèbres, mais est-ce que ce dernier sacrifice c'était nécessaire? Je sais pas. Après, c'est beau. En fait, faut juste que peut-être j'y repense plus tard, avec du recul, parce que je viens de le terminer il y a quelques heures. Et je vous l'ai dit, c'est pas un récit qui m'inspire de ouf. Je me sens pas très investie, malheureusement, alors que franchement, j'aime bien parce que c'est assez original et tu sais pas à quoi t'attendre. Et que l'autrice, ouais, elle est assez audacieuse dans ses choix narratifs et dans tout cet univers, dans tout ce lore. C'est vraiment bien fait, c'est assez sombre et tout, mais genre au niveau des antagonistes, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin, quelque chose de moins manichéen au niveau des antagonistes, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais par contre la fin, avec les derniers combats et tout, ça tenait en haleine, c'était plutôt bien fait. J'ai pas parlé d'un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Ilsa, qui est la grande sœur de Auguste et qui est également une Tsunai, c'est-à-dire une créature dans le même genre qu'Auguste. Et j'aime trop sa relation fraternelle avec Auguste, ils sont trop adorables ensemble. Et là c'est un peu malmené et tout parce que voilà, Auguste il change et Ilsa elle est triste et tout. Il y a des moments assez tendres, des moments un peu plus amers, un peu plus mélancoliques, et j'aime beaucoup. En fait, il se dégage une certaine douceur de cette relation, alors que ce sont des Sunai et du coup sont normalement des monstres, mais ils arrivent à développer une tendresse. Mais tu sens que c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est pas comme les humains. Ça atteint un niveau spirituel qui est assez fort, je trouve, et qui rend la chose assez douce et assez poétique. Donc j'aime beaucoup. Au niveau de la romance, j'aimerais revenir. Alors, je l'assume, enfin je l'assume pas trop parce que en vrai j'aime pas, mais oui je suis une rageuse en termes de romance et un rien peut me frustrer, peut me lasser. Je m'en veux d'être comme ça parce que si j'adhérais à la romance, ma vie serait tellement plus facile parce que j'adhérais plus facilement à plein d'histoires et en plus il y a plein de romances et quand j'adhère aux romances, je comprends pourquoi on aime les romances et j'aimerais cultiver, j'aimerais ressentir ce sentiment beaucoup plus souvent parce que c'est tellement agréable. C'est juste que je sais pas, je suis quelqu'un de trop amer dans la vie, de trop terre à terre, je sais pas. Et là, comme j'ai dit, ouais, le fait que ça s'est un peu transformé en romance, bah, ça m'a détachée du truc parce que je voyais vraiment leur relation sous le prisme de l'amitié et j'aimais leur relation comme telle. C'est vraiment propre à moi, enfin c'est par rapport à mes attentes et tout. Mais pour revenir à la romance, en fait il y avait juste une scène où on pouvait considérer ça un peu comme romantique. Mais en fait, tu peux le voir sous le prisme de l'amour, mais dans un sens plus large du terme. Parce qu'après, il n'y aura plus de moments romantiques en fait. Ça va être purement platonique, comme si ce moment, ça se détache un peu du lot. Puisqu'après, la relation, elle continue comme de l'amitié. Du coup, j'étais un peu déroutée. Mais du coup, cette scène-là, c'est peut-être pas considéré comme romantique, mais peut-être comme un truc pour faire évoluer le personnage d'Auguste, pour parler de son humanité, le thème de l'humanité en général, qui peut développer le thème de l'amour aussi. Voilà. Donc peut-être que j'ai mal interprété cette scène, et le fait que ce soit plus considéré comme ouais, une réflexion un peu plus large sur l'amour, bah, ça peut être plus intéressant. Voilà, donc ça c'est cool parce qu'au niveau de la romance, bah il n'y a pas eu de trucs romans. En fait, ils ont pas le temps parce qu'il se passe des trucs horribles, parce qu'ils ont des combats intérieurs à mener également. Bah j'aime bien cette urgence en fait. Je trouve que c'est plus réaliste et j'avais peur qu'avec la romance ça produit une sorte de bascule assez prévisible, mais en fait non, pas du tout parce que au final ils sont quand même en proie à leurs démons intérieurs dans plusieurs sens du terme et ils sont là pour se soutenir l'un et l'autre, mais ils n'ont pas le temps vraiment pour prendre du temps pour eux-mêmes et pour développer cette connexion. Et après la fin elle reste assez ouverte donc on peut imaginer ce qui se passe plus tard pour eux deux. Mais j'ai bien aimé au final parce que au final c'est resté cohérent dans les vibes de l'univers. Il y a juste eu cette scène romantique où j'ai eu un peu peur, mais au final ça va. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait, ouais je sens que je pourrais développer un peu plus parce qu'il y a plein de choses à dire et je conçois c'est très riche et on peut débattre dessus et ça c'est super cool. C'est juste que je suis pas assez inspirée malheureusement. Mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Ça pourra sûrement nourrir mes réflexions par rapport à cette duologie. Et voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette duologie, de l'avoir donné en quelque sorte une seconde chance parce que je m'étais arrêtée au tome 1. Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous reprends pas seulement pour ça, mais pour vous parler des deux premiers tomes d'un manga que j'ai pu emprunter, pas à la médiathèque, mais auprès d'une amie. Mais ça fait
un peu partie des emprunts, quoi, un peu de ce genre de mood, d'où je voulais intégrer à cette vidéo parce que je sais pas trop où en parler. Et en plus c'est trop bien, c'est Tsugai de Hiromu Arakawa, publié chez les éditions Kurokawa. C'est l'autrice de Full Metal Alchemist, de Silver Spoon, de Arslan. C'est une génie en fait. J'aime trop comment elle compte ses histoires. Enfin, vraiment, dans ces mangas, il y a une énergie, il y a une dynamique, tu t'en lasses pas. Je sais pas comment elle fait, mais c'est addictif, c'est hyper prenant. Peu importe dans quel thème elle va t'emmener, genre Silver Spoon, ça part de la vie à la ferme. Et au début, je me disais, ouais, bon, peut-être ça va être un peu lourd pour moi parce que j'y connais pas grand chose et j'avoue que je suis pas plus intéressée que ça. Mais en fait, c'était trop cool, c'était fascinant, c'était passionnant. Les personnages sont super attachants, c'est hyper frais, mais son humour. En fait, bref, j'y reviendrai, mais du coup, pour le résumer, je vais vous le lire parce que j'ai la flemme de vous le résumer. Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend grand soin de sa sœur jumelle, Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Et par où commencer, en fait, je retrouve les ingrédients qu'on retrouve dans Full Metal. Comme j'ai dit, c'est dynamique. Dès le départ, tu sens que c'est un univers qui peut se révéler très riche, avec un énorme potentiel. Ça pose des bases qui t'interrogent déjà, qui te rendent curieux de cet univers, de l'exploration des différents principes, des différents personnages. La mangaka, elle arrive à allier le drame avec des mises en scène qui horrifient, qui révoltent, qui dégoûtent, avec un humour qui parfois surgit de manière assez décalée, très inattendue, en arrière-plan parfois, mais de manière assez subtile et naturelle. Ça marche trop bien, je sais pas comment dire, mais c'est hyper rafraîchissant. Mais en même temps, ça va pas atténuer le propos, la gravité du propos. Genre, ça s'incarne à travers le cast de personnages. Au départ, il y a des personnages qui vont commettre des choses assez horribles, genre ça m'a révoltée, mais plus tu t'avances et plus ils se révèlent parfois attachants. Et en fait, tu te rends compte que ce sont des personnages qui ont une personnalité assez riche et nuancée, avec de multiples couches. Tu sens que ça va pas être deux camps manichéens en fait, et qu'il va y avoir des divergences d'opinion qui vont certainement engendrer des conflits, mais que tu vas réussir à comprendre les deux camps et même à t'attacher aux divers camps. Et au centre, on a une relation fraternelle, il y a des secrets de famille, et voilà, ce sont les ingrédients parfaits pour me happer. Et l'écriture des femmes également, l'écriture des personnages féminins. Il n'y a pas de fanservice, elles ont des personnalités riches en couleurs, très variées, elles sont fortes, elles sont drôles, elles sont super cool. Mais à coup pas, j'étais sur le point de développer un crush sur ce personnage qui, c'est une badass, hein, elle a l'air d'une queen, et c'est une queen, mais elle a 16 ans. Voilà, ça a été dit assez vite, du coup j'étais ok d'accord, je me calme. Mais en fait c'est déroutant parfois dans les mangas, tu sais pas où situer la tranche d'âge parce qu'il y a des personnages qui font plus jeunes, plus vieux, enfin bref. Et là donc voilà, je me suis écoutée moi-même, j'étais ouh là, voilà. Mais du coup maintenant je les considère comme mes enfants, je les aime trop. Les personnages, j'ai trop envie de les connaître. Il y a également un principe de Tsugai. Tsugai en fait, ça désigne un duo de créatures divines que des humains peuvent avoir, peuvent adopter, entre guillemets. Je trouve que le concept est super cool et c'est trop cool de voir les différents Tsugai, voir leurs propriétés, voir voilà, comment ils sont, leurs apparences et tout. Et voilà, du coup c'est trop bien en fait. J'aime trop les personnages, j'aime trop le rythme, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir la suite. Et j'ai trop hâte de revoir mon amie pour la revoir elle, mais également pour emprunter la suite. Après, je vais lire Blackwater ou alors le manga Blue Box. J'ai l'impression que ça va être un vlog pas assez varié, je sais pas. Je vous retrouve pour les prochains updates. Je vous retrouve assez vite pour le dernier clip de la vidéo avec le bilan final, avec également les deux dernières lectures que j'ai pu effectuer pour clore ce vlog. Donc j'ai pu lire les deux premiers tomes du manga Blue Box de Koji Miura publié chez Delcourt. C'est rigolo parce que c'est classé en shonen, mais ça rentre pas trop dans les codes qu'on pourrait voir habituellement en shonen, puisqu'on a une histoire amoureuse au centre du récit, même s'il y a d'autres choses qui sont en jeu. On va suivre, comment il s'appelle déjà, Taiki, qui est un jeune collégien puis lycéen, qui fait partie du club de badminton et qui est très amoureux d'une fille, Chinatsu, qui elle fait partie du club de basket et qui est très populaire. Et c'est une prodige au basket. Taiki, voilà, il admire beaucoup, mais il se dit qu'il n'est pas à sa hauteur, du coup il va essayer de s'améliorer au badminton, d'une part parce qu'il aime beaucoup cette discipline, également pour être à la hauteur de sa crush et pour pouvoir lui avouer ses sentiments. Après il y a d'autres choses qui vont se rajouter, mais je m'attendais pas trop, du coup je vous laisserai, même si c'est la fin du premier chapitre, quoi. C'est assez cool. En fait,
J'ai bien aimé ce manga parce que ça m'a rappelé que je ne suis pas une cause perdue en matière de romance, c'est-à-dire que je suis pas une rageuse H24 de la romance. Ça peut me plaire, franchement, j'ai bien aimé, c'est le genre de romance qui fait du bien, c'est pipou, c'est rafraîchissant. Il y a des moments assez awkward, assez maladroits quand tu développes un crush envers quelqu'un, surtout quand t'es dans la période de l'adolescence, voilà, c'est les premiers émois amoureux, tu sais pas quoi faire, t'es maladroit et tout, et c'est trop mignon, et je trouve que c'est retranscrit de manière assez juste, et surtout on voit comment l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, ou l'admiration qu'on éprouve pour quelqu'un, ça peut nous nourrir dans notre volonté de nous améliorer, de nous surpasser, notamment ici dans le sport, c'est vraiment au centre du récit, et je pense que ça a été classé en shonen parce que justement ça adresse ce genre de valeurs qu'on retrouve pas mal dans le genre, avec le dépassement de soi, avec le fait de faire de son mieux dans une discipline. Voilà, il y a un esprit assez shonen qui fait du bien et qui est lié de manière très humaine avec l'admiration qu'on a pour quelqu'un. Et cette admiration, ça peut être réciproque, mutuelle, parce que la personne va admirer des choses de nous dont on n'a pas forcément conscience et vice versa. Et du coup c'est très beau, c'est très touchant et c'est très mignon. Et puis au niveau des personnages, ils sont très attachants, ils sont drôles, vraiment il y a plusieurs fois où j'ai rigolé, ils sont touchants aussi et je me suis attachée à eux, je me suis notamment attachée à l'ami du héros. J'ai très hâte de voir la suite de son arc parce qu'à la fin du deuxième tome, on sent qu'on va se concentrer sur elle un peu au niveau de ses sentiments. Bon, ça emprunte une route, je trouve que c'est assez cliché quoi, le fait que, enfin tu vois qu'elle est pas insensible au charme de son amie, mais elle essaie de faire comme si de rien n'était parce qu'elle sait que son amie est amoureuse d'une autre fille. Bon, je trouve que c'était pas forcément nécessaire par rapport à son arc, mais ça peut être cool si c'est bien abordé. Mais j'aime trop, elle est trop drôle, c'est ma queen, c'est ma girl. Les autres personnages aussi, j'aime bien, donc j'ai très hâte de lire la suite. Vous le reverrez sûrement dans un nouvel épisode de Biblioquette. Blackwater, la fortune. J'ai pas grand chose à dire. En fait, là, on est dans un tome où ils vont essayer d'accroître leur richesse. Et j'ai pas grand chose à dire. En fait, je l'ai lu, j'étais contente de retrouver certains personnages. La fin, elle est poignante quand même. Mais en fait, à la fin du tome 4, il se passe quand même un chose assez poignant. Et en fait, ici, il passe outre. Genre, ça va en fait. Ils sont en mode ah, c'est triste anyway. Et après, ils passent à autre chose. En fait, ce sont des histoires qui vont très vite, qui se déroulent sur plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, on n'a pas de temps à perdre. Au vu du bouleversement à la fin de ce tome, je me demande quelles répercussions il va y avoir dans le reste. Mais voilà, sans plus. C'était cool. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun tome qui va pouvoir surpasser le tome 3. Je suis désolée, vous êtes en train de vous effondrer, je crois. J'ai l'impression que aucun tome va pouvoir surpasser le tome 3 en termes d'émotion, de drama, d'adrénaline un peu. C'est juste ouf tout ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment plus sage, plus sobre. Donc, je sais pas. Mais c'était cool, c'était intéressant. C'est tout. Ah oui, et du coup, en fait, dans le tome 4, j'avais pas trop compris les sous-entendus lesbiens avec deux personnages. En fait, j'avais compris, mais je croyais que c'était très sous-entendu ou que j'imaginais des choses. En fait, non, c'est vraiment assumé. Elles sont lesbiennes, ouais. Voilà. Je continuerai avec plaisir. Je crois qu'il me reste 3 tomes. Bilan de ce vlog, j'ai l'impression que c'était pas forcément si intéressant que ça, si quand même. J'ai quand même lu une géologie entière, mais j'aurais voulu être plus expansive et plus inspirée dans ma critique, mais j'avoue que voilà, je suis restée en surface en fait. Et je suis deg parce que je sens le potentiel, mais au moins ça m'a donné envie de découvrir d'autres univers de V.E. Schwab, parce que même si au niveau de sa plume il y a un truc qui me coince, mais j'aime beaucoup comment elle construit ces univers, c'est assez mélancolique, il y a des mises en scène qui peuvent être assez poétiques et parlantes. J'avais un peu retrouvé ce ton dans Galante que j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé la tournure des événements, l'atmosphère. Adi la rue, je l'ai pas encore lu, mais je redoute de le lire. Je sais pas, j'hésite encore, je sens que je suis peut-être pas encore prête, il me faut vraiment le bon timing. J'ai envie d'y entrer, en fait, j'ai envie de rentrer de nouveau dans ces univers parce que c'est imprévisible ce qui se passe, c'est assez original. Il y a vraiment cette atmosphère assez prenante et particulière. Et du coup, ça peut être des expériences de lecture assez marquantes. Je sais qu'il y a Quand nos os retourneront à la terre, un truc comme ça. Ça m'intéresse énormément parce qu'on est sur des relations lesbiennes et j'ai vu beaucoup de critiques qui l'ont censé, qui disaient que c'était incroyabilissime. Et j'ai envie de tenter, donc peut-être plus tard. Ce sera peut-être le prochain V.E. Schwab que je m'enfilerai. Ou alors il y a Shades of Magic aussi. Non, je sais pas, je verrai plus tard. Mais au moins ça m'a offert ce regain d'intérêt pour V.E. Schwab, ce qui n'est pas négligeable. Ma meilleure lecture de ce vlog, ça a été Tsugai. Mais ça compte pas vraiment parce que c'est pas un emprunt à la Bibi. Mais bon, c'est quand même un emprunt. Et voilà, regardez, je suis en train d'annoter The Poet and Press pour faire ma future vidéo.
J'ai beaucoup de choses à dire, mais il va falloir que je condense parce que je vais pas pouvoir rebondir sur des choses, des scènes concrètes pour pas spoiler. Parce que le but c'est de vous donner envie de lire et pas de vous dévoiler toutes les surprises qu'il y a. Et je pleure en même temps que je relis, que j'annote et ça me fait trop du bien. Enfin ça me fait du bien, enfin bref voilà, vous m'avez compris, mais j'aime trop, j'aime trop. J'arrête de papater, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me conseiller des titres de Willy Schwab, des titres particuliers peut-être qui pourraient me plaire. Merci infiniment, encore une fois, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je le redis, je le répète parce que vraiment, je me dis c'est ouf qu'il y ait des gens qui regardent jusqu'à la fin, qui m'écoutent jusqu'à la fin, même quand j'ai l'impression que c'est pas si intéressant que ça. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode de Biblioquête. D'ici là, très 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 bonne lecture à vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!